PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission, présente Sud Radio, on parle IMO. Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 10h avec toute l'équipe d'On parle IMO. Marc Ezrati, bonjour à vous Marc. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. On va parler de quoi aujourd'hui ? On va parler de s'offrir un château. Exactement, la vie de château sur Sud Radio. On en parlera avec notre invité Laurent Demeure, président du réseau Coldwell Banker. Mais d'abord les dernières actualités de l'immobilier. Big Mat, les bâtisseurs ont leur maison, présente Sud Radio, on parle IMO, le journal. Ce journal avec Marc Ezrati qui commence avec ce chiffre fort. 3 emprunteurs sur 4 en France qui empruntent déjà à plus de 3% et ça n'a pas fini de monter. Et rappelez-vous Jean-Marie, au début 2022, on pouvait encore emprunter à moins de 1% pour acheter un logement. En décembre dernier, les taux dépassaient les 2%. Aujourd'hui, ils avoisinent, voire dépassent les 4%. C'est du jamais vu depuis plus de 10 ans. Et on parle déjà des 4% pour cet été. En 2021, un couple qui gagnait 4 200 € par mois pouvait emprunter 300 000 € sur 20 ans à 1%. Cet été, si les taux de crédit frisent les 4%, ce chiffre diminuera d'un quart à près de 228 000 € selon les calculs du courtier Vous Financez. Ouais, on n'est pas sorti de l'auberge en gros. À Paris, Marc, un studio de 14 mètres carrés. Ça a l'air petit, mais pour Paris, c'est grand. Ce studio de 14 mètres carrés, il est à vendre à un prix stratosphérique. 480 000 €. C'est le prix effectivement demandé pour un studio de 14 mètres carrés. Ça fait cher le dressing. À Paris, dans le très chic arrondissement, 6e arrondissement de Paris. Alors, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'il a cet appartement pour valoir un tel prix ? Eh ben, en fait, pas grand-chose. C'est même un très modeste studio dont l'état général laisse clairement à désirer. Classé G, côté performance énergétique, une passoire thermique. Qu'est-ce que ce serait avec du double vitrage ? Cette passoire thermique est située sur une placette à 2 pas de Saint-Germain-des-Prés. Figurez-vous que l'agence qui propose ce studio estime que c'est justement l'adresse qui justifie que ce bien soit proposé à plus de 34 000 € le mètre carré. Non, c'est quand même invraisemblable. Il faudra que ça s'arrête quand même un jour. Allez, on reste à Paris, même si on n'a pas envie d'y rester. Et cette fois, vous nous parlez d'un propriétaire condamné pour avoir loué non pas un appartement, mais même pas une chambre. Il a loué quoi ? Justement, c'est du jamais vu. Dans cette affaire, le propriétaire louait des lits dans une chambre partagée avec des espaces communs. Le propriétaire a perçu, tenez-vous bien, en seulement un mois, 4 235 € de loyer pour les 4 lits, soit un peu plus de 1 000 € par lit. Alors, un montant évidemment bien supérieur aux 780 € de loyer qu'il aurait dû normalement toucher pour l'appartement. Et du coup, le propriétaire a été condamné à 50 000 € d'amende. C'est ce qu'on appelle un marchand de sommeil. Allez, on file dans le Morbihan, on va prendre un peu l'air, où on retrouve l'histoire d'un mandataire immobilier qui s'engage contre les violences faites aux femmes. Et c'est une initiative qu'on voulait saluer dans On parle IMO. Laurent Absin, c'est un mandataire immobilier qui exerce dans le Morbihan. Il a choisi de contribuer à la lutte contre les violences faites aux femmes en reversant 5% de son chiffre d'affaires à la Fondation de France. Il compte également reverser 15 € par visite qu'il réalise, toujours pour favoriser les actions de prévention contre les violences sexuelles et sexistes. Le mandataire explique que dans le cadre de son métier, il est régulièrement témoin de ce type de violence. Oui, il a raison de s'engager, en tout cas c'est formidable. Allez, cette autre histoire, c'est celle d'une locataire qui attaque son bailleur, Marc, parce que son logement est d'après elle surchauffé, c'est pas commun. Et ça se passe à Fellring, c'est dans le Haut-Rhin, en Alsace. Une locataire dont les charges de chauffage sont anormalement élevées vit les fenêtres ouvertes, y compris en plein hiver, pour ne pas étouffer. Cela fait 2 ans que la température monte à 28 degrés. La locataire... Puis c'est un sauna. Exactement. La locataire paye du coup des factures faramineuses de 2 000 € par an en cause le sol chauffant qui dysfonctionne. Alors, les habitants de cette résidence n'ont pas la main sur le plancher chauffant et ne peuvent donc pas réguler la température. La locataire a donc décidé d'attaquer en justice son bailleur social et aux dernières nouvelles, ce bailleur a promis de changer le mode de chauffage pour remplacer les sols chauffants par des radiateurs électriques. Et bon, mais écoutez, c'est quand même pas commun cette histoire. Merci Marc Ezrati. Tout de suite, la Minute Viager. Avec notre partenaire Senior Consulting Group, Marc, que se passe-t-il si je signe un mandat exclusif avec une agence pour vendre mon bien en classique
et que je souhaite aussi le mettre en vente en viager, est-ce que je peux prendre un autre mandat exclusif avec une agence viagère? Eh bien, en principe, il est possible de signer un mandat exclusif pour une vente en viager, même si une exclusivité a été signée pour une vente classique avec une autre agence. Cependant, cela peut dépendre des termes des contrats, des mandats signés avec les agences immobilières. Il est important de vérifier les termes du mandat exclusif signé avec l'autre agence pour savoir si l'exclusivité s'applique uniquement à la vente classique ou s'il s'agit d'une exclusivité pour toute vente immobilière concernant le bien en question. Si l'exclusivité s'applique à toute vente immobilière, alors il ne sera pas possible de signer un mandat exclusif avec une autre agence pour la vente en viager. Dans tous les cas, il convient d'informer l'agence immobilière avec laquelle vous avez signé un mandat exclusif en premier. Et toujours avant de faire des infidélités, vérifier ce à quoi on s'est engagé. Merci Marc Ezrati, restez avec nous. On se retrouve dans un instant. On va essayer de mener la vie de château. Tiens, est-ce qu'on peut acheter un château? On en parle avec notre invité dans le Mac de l'Imo dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, on parle IMO, le Mac de la semaine. Avec Elio, expert de la rénovation énergétique des logements. Rendez-vous sur elio.com. Tout de suite, on accueille l'invité du Mac de la semaine avec Marc Ezrati. On accueille Laurent Demeure. Bonjour à vous. Bonjour. Président de Coldwell Banker. On va parler d'immobilier de prestige historique, en tout cas de château. Bonjour Laurent Demeure. Bonjour. Alors, on va parler de château aujourd'hui. S'offrir un château, mais à quel prix? Alors, d'abord, est-ce que c'est accessible à tout le monde, s'offrir un château? Alors, la vie de château, évidemment, ça fait rêver. Et jusque-là, dans l'histoire, c'était toujours associé à l'aristocratie, aux Français les plus fortunés, ou aux oligarques russes notamment, ou aux riches américains qui ont fait fortune dans l'industrie, qui voulaient s'offrir un château pour s'offrir une partie de l'histoire française. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus abordable et finalement, ça s'adresse quand même à une classe privilégiée, bien sûr, mais on n'est plus dans ces grandes fortunes. Oui, donc en même temps, c'est possible aujourd'hui de trouver des châteaux, on va dire, bon, peut-être pas à petit prix, mais à prix très raisonnable. Oui, aujourd'hui, on peut trouver un château, je dirais, pour un prix inférieur à un bel appartement parisien ou une villa sur la Côte d'Azur ou au Cap-Ferret ou à Biarritz, par exemple. Alors, quels sont les clients qui investissent dans un château? Aujourd'hui, finalement, on retrouve de plus en plus de cadres supérieurs qui suite au Covid, ont découvert les joies du télétravail et ont décidé de s'offrir une belle propriété familiale et ont envie de retrouver une histoire et s'ancrer dans les territoires. Et le château, et s'orienter naturellement vers les châteaux qui étaient un peu en désétude depuis 6-7 ans et qui aujourd'hui ont repris vraiment une vigueur importante sur le marché de l'immobilier. Oui, parce qu'on se souvient, il y a une dizaine d'années, les châteaux, ça n'attirait pas les foules. Vous avez des exemples d'ailleurs de ce qu'on peut trouver, notamment chez vous, comme château? Bien sûr. On peut attaquer, je dirais, un peu dans les tout premiers prix. Château de Mirambeau, une heure de Bordeaux, 815 mètres, 9 chambres, un parc de 4 hectares, légèrement en dessous de la barre du million, 998 000 exactement. Vous voyez, là, c'est les premiers prix de château, abordables. Après, chez nous, on peut évidemment trouver des châteaux historiques en Sologne, à 8,8 millions, à côté de Vierzon, construit à la demande du marquis de Beaux-Arts. On peut trouver le château d'Arcang, qui est fameux aussi, aux portes de Biarritz. On peut trouver des châteaux aussi avec des vignobles, entre deux mers, dans la région bordelaise. Je crois qu'il y a à peu près, je ne dis pas de bêtises, il doit y avoir à peu près 40 000 châteaux en France. Oui, c'est ça. Et chaque année, on est à combien de transactions? On le sait, ça? Oui, traditionnellement, on est à peu près 1% des châteaux qui font une mutation, c'est-à-dire à peu près 400. Ces dernières années, suite au confinement, suite à cet appel d'air, on est passé plutôt dans les 500 ventes annuelles. Ah oui, c'est quand même pas mal. Ouais. 40 ventes par mois à peu près. Chez vous, tiens, est-ce que vous avez une perle là à nous présenter en ce moment en vente? Faites-nous rêver, Laurent Demeure. C'est toujours difficile de dire une perle parce qu'ils sont tous aussi beaux les uns que les autres. Ils sont tous aussi... Allez-y au hasard, alors. Alors, moi je veux dire, un que j'aime, mais bon, c'est parce que j'ai un attachement à cette région, c'est le château aux portes de Biarritz. Voilà. Oui, l'Arcang, ouais.
Parce qu'il y a le golfe, il y a la campagne, on voit la chaîne des Pyrénées. Voilà, il y a des belles boiseries, des tapisseries, des parquets en chêne de Hongrie, les anciennes écuries. Bon, moi, j'adore ce château, mais si je vous parle aussi du château de Vierzon qui a été construit à la demande du marquis de Bozas, l'architecte Albert Thomas, on est dans un univers magique, prestigieux, à 2 heures de Paris. C'est un château entouré d'écuries, de splendides pavillons. Enfin, c'est vraiment le château comme on le voit dans les films et comme on se le représente. Voilà, comme on se représente. Pour moi, peut-être celui-là, c'est peut-être le plus représentatif de l'idée d'un château. Et pour 8,8 millions en Sologne. Et il y a des châteaux dans toutes les régions de France. En français, quasiment, il y a un château, bien sûr. Mais évidemment, ouais. Et de toutes les époques en plus, hein. Oui, bien sûr, on peut trouver des châteaux du Moyen-Âge, on peut trouver des châteaux du 19e, du début du 20e. Je dirais. D'ailleurs, on pourrait s'arrêter là. Toutes les histoires. On pourrait préciser ça, Laurent Demeure. C'est quoi pour vous la définition d'un château? Qu'est-ce qui fait qu'une belle demeure, une grande demeure, vous la considérez et vous la vendez comme un château et non plus comme une grande maison? Une grande demeure ou un manoir? Oui, en fait, je pense qu'il y a une histoire qui se rattache à l'aristocratie, déjà. D'accord. Mais je dirais, là, je vous donne mon instinct personnel. Hein. Pour moi, un château, il y a une histoire avec une famille d'aristocratie. Avec une famille qui a détenu un domaine et pas attaché une demeure ou un manoir est plus attaché pour moi à la bourgeoisie. Oui, voilà. Qui a fait fortune. Voilà. Donc pour vous, il faut une particule. En tout cas, il faut une particule au début pour faire le château. Et pourquoi pas? Autre question, parce qu'elle est importante, Laurent Demeure, on est d'accord que la principale contrainte, la deuxième contrainte après l'achat du château pour les propriétaires, ça va être l'entretien. C'est l'entretien, c'est un gros problème ça. Alors l'entretien, bien évidemment. S'offrir un château, c'est pas s'offrir un appartement dans un bel immeuble haussmannien à Paris où vous avez un syndic de copropriété qui va s'occuper des travaux. Le château, vous avez tous les travaux à votre charge, puisque vous êtes propriétaire, et généralement, comme ce sont des demeures antiques, il y a beaucoup de travaux. Il faut l'entretenir, il faut le restaurer, il faut le maintenir en état. Les toitures, l'électricité, bien évidemment, ce sont des gouffres énergétiques. Hein. On n'a pas pensé à l'époque aux économies d'énergie. On n'avait pas de chauffage. À la performance énergétique. On n'avait pas de chauffage à l'époque. Hein. Il y avait juste des grandes cheminées. Donc forcément, tout ça, il faut l'entretenir. Alors évidemment, il y a aujourd'hui une fiscalité particulière quand même qui permet de déduire de ce revenu imposable des charges foncières et des travaux à condition que le bâtiment soit ouvert au public, qui est quand même une aide de l'État pour préserver le patrimoine français. Eh ben écoutez, merci beaucoup Laurent Demeure de nous avoir un petit peu éclairé ce matin sur la vie de château. Alors, on le voit, il y a quand même un prix, un prix au départ et puis un prix pour l'entretien. On vous retrouvera avec grand plaisir très prochainement d'ailleurs. Vous savez quoi, Laurent Demeure? On va essayer de gagner au loto. Si on n'y arrive pas, on vous retrouve aux Journées du patrimoine, c'est promis. Merci beaucoup. Je vous promets, et en tout cas, on pourrait partager un soir la vie de château ensemble, ce serait avec grand plaisir. Eh bien écoutez, formidable. Apportez les bûches quand même, il faut allumer la cheminée malgré tout. Je rappelle, Laurent Demeure, que vous êtes président de Coldwell Banker. Tout de suite, une personne qui a un lien avec l'immobilier. Sud Radio, on parle IMO, le témoin de la semaine. Qui a un lien, j'aurais pu dire une autre personne qui a un lien avec l'immobilier. On accueille en tant que témoin de la semaine aujourd'hui Hassen Khoury. Bonjour à vous. Oui, bonjour Marc. Vous êtes un ancien directeur de centre de vacances et ancien cadre à la SNCF, reconverti dans l'immobilier. Soyez le bienvenu. En tout cas, vous êtes avec Marc Ezrati. Bonjour Hassen Khoury. Un grand merci pour votre accueil, Marc. Alors Hassen, bonjour. Vous avez 40 ans et vous avez déjà une longue carrière faite d'expériences assez diverses. Comme l'a rappelé Jean-Marie, depuis l'âge de 17 ans et pendant 10 ans, en parallèle de vos études, vous étiez animateur, adjoint, puis directeur de centre de vacances. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots un moment marquant de votre vie d'animateur ? Absolument, absolument. Je peux vous raconter tout de suite un moment très marquant. En fait, ça a été pendant ma formation de directeur, le BAFD, brevet d'aptitude aux fonctions de directeur. On doit passer un stage pratique. Et en fait, à l'époque, le comité central de la SNCF d'entreprise m'a proposé un défi qui me dépassait. J'avais 25 ans. C'était de prendre la direction, tout simplement, du centre de vacances le plus grand, qui est le comité central d'entreprise de la SNCF. Donc, 200 jeunes de 11 à 17 ans pendant un mois avec
25 encadrants. Donc c'était un gros challenge, que j'ai relevé. Ouais. Voilà. Alors, Hassan, en 2004, vous vous lancez dans l'animation régulière de soirées d'anniversaire ou de mariage. Ça consistait en quoi cette activité ? C'était de manière très classique. J'étais un peu le DJ de mon relationnel. Donc dès l'instant où ils m'ont sollicité, on me sollicitait pour une animation, que ce soit un mariage, un baptême, etc. Je venais installer le matériel, animer la soirée, suivant le bon vouloir des convives. Et l'idée, pour moi, c'était de maintenir une très très belle ambiance durant tout l'événement. Alors, cette même année 2004, vous intégrez la SNCF comme responsable technique et vous avez l'opportunité, grâce à votre employeur, de vous faire financer une formation en école d'ingénieur, d'où vous sortez diplômé après 20 mois de cours en gestion de projet. C'était quoi votre objectif professionnel à ce moment-là ? À l'époque, l'objectif, il était très clair. C'était soit d'évoluer vers un poste de chef de projet ou d'ingénieur d'affaires dans le ferroviaire pour pouvoir prendre un poste à enjeu avec des missions toujours de coordination. D'accord. Alors, de retour à la SNCF, après votre formation, vous occuperez donc un poste de cadre quand tout d'un coup, on vous parle d'un réseau immobilier et là, c'est le coup de foudre. Vous intégrez ce réseau en double activité. 3 ans plus tard, c'est aussi la bascule dans votre vie. Vous devenez papa d'un petit garçon et vous démissionnez de la SNCF pour vous consacrer pleinement à votre nouvelle activité de conseiller immobilier dans la région de Meaux, en Seine-et-Marne. La reconversion, dites-moi, elle n'a pas été trop compliquée ? J'ai envie de dire oui et non. Alors oui, parce que la transition du salariat vers l'entrepreneuriat ne se fait pas seul. Mes parents étaient effectivement salariés, pas entrepreneurs. Donc il a fallu effectivement réapprendre à ne pas avoir de salaire qui tombe à la fin du mois. Oui, surtout en venant de la SNCF. Oui, tout à fait. Donc créer effectivement sa performance et sa rémunération par soi-même, c'était pas inné. Et je dirais non parce que j'étais tellement convaincu et passionné par cette nouvelle aventure entrepreneuriale dans l'immobilier que je regardais que devant et plus derrière. Alors qu'est-ce que ça vous a apporté l'immobilier aujourd'hui quand vous regardez un petit peu en arrière ? Alors ce que ça m'a apporté, moi en termes de valeur, je dirais, c'est l'altruisme. C'est-à-dire que j'ai appris dans l'immobilier, contrairement à ce qu'on peut penser, que on pouvait apporter énormément sans nécessairement attendre en retour. Et en fait, on peut donner énormément dans ce métier et ça nous revient toujours. Un bon conseiller immobilier, pour vous, c'est quoi ? C'est celui qui prend, pour moi, le temps avec ses vendeurs et acquéreurs de manière à ce que ces derniers comprennent à 100% l'enjeu de leur projet. Donc ça demande de l'écoute, de la patience, de la bienveillance et de la sincérité. Merci beaucoup Hassan Khoury pour ce témoignage. Alors on va vous retrouver à la fin de l'émission aujourd'hui pour découvrir un coup de cœur que vous nous avez trouvé en avant-première à Meaux justement. Vous nous proposerez un bien à acheter, pourquoi pas, dans la ville de Meaux. Merci beaucoup pour ce témoignage, Hassan Khoury. Et restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes. Quant à nous, avec On parle IMO, Marquez Ratti, on se retrouve avec vous tous qui nous écoutez dans un instant. 0826 300 300, locataire, propriétaire ou alors en recherche d'un logement, pourquoi pas, vous avez un problème à résoudre, une question à nous poser, un besoin d'information, venez nous poser vos questions, on vous répond dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio. PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission, présente Sud Radio, On parle IMO. Votre rendez-vous 100% immobilier jusqu'à 10h sur Sud Radio comme tous les samedis, toujours avec Marquez Ratti, avec Laetitia Caron qui nous a rejoint. Bonjour à vous ma chère Laetitia. Bonjour Jean-Marie. Directrice générale de particulier à particulier, PAP.fr. Et puis avec vous tous qui nous écoutez sur Sud Radio et qui pouvez parfois nous appeler ou nous laisser vos messages au 0826 300 300 quand vous avez un problème ou alors une question, on est là pour vous aider. Aujourd'hui on accueille Thomas qui nous a appelé au 0826 300 300. Bonjour à vous Thomas. Bonjour à tous. Et bienvenue dans l'émission, vous êtes avec Marquez Ratti. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous a conduit à appeler le standard ce matin ? Alors, je vous appelle plutôt pour une question, des conseils. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a acheté une maison il n'y a pas très longtemps, on l'a eu il y a un mois. Et à partir de là, donc, on a voulu se l'approprier, changer un petit peu quelques papiers peints. Et quand on a commencé à retirer les papiers peints dans les chambres, notamment, on a fait les 4 chambres et on s'est rendu compte qu'il y avait des fissures assez importantes au niveau des murs. Donc, c'était pas prévu dans le budget. Quand on avait visité et quand on a acheté, l'ancien propriétaire nous avait dit que ça avait été refait à neuf.
Et aujourd'hui, on se retrouve avec une maison et des fissures au niveau de toutes les chambres. Et on a entendu parler des vis cachées. Je voulais savoir si ça pouvait faire quelque chose. Eh ben, on va poser la question à Laetitia. Bonjour Laetitia Caron. Bonjour Marc. Alors c'est un sujet qui peut avoir de lourdes conséquences pour Thomas. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller ? Oui, alors bon, avant de vous répondre précisément, Thomas, je vais d'abord rappeler rapidement ce qu'on entend par vis caché pour que ce soit clair pour les auditeurs. Et puis même pour vous, parce que vous posiez la question de est-ce que ça peut être considéré comme un vice caché. Alors un vice caché, juridiquement parlant, s'oppose à ce qu'on appelle le vice apparent, c'est-à-dire ce qu'on voit quand on visite. Et donc le vice caché, il correspond à tout ce qui n'était pas visible lors d'une visite, ou lors des visites que vous avez faites avant d'acheter. Ces vices cachés, ils sont par défaut, le législateur considère que par défaut, ils sont cachés pour l'acheteur, mais aussi pour le vendeur. C'est-à-dire qu'on ne considère pas forcément que le vendeur était au courant de ces vices au moment où il a vendu. Mais en revanche, si il s'avère qu'ils ont été volontairement cachés à l'acquéreur, alors là, le vendeur engage sa responsabilité et il devra indemniser l'acquéreur de toutes les conséquences et de tous les préjudices qui pourraient être subis du fait de ces vices cachés. Alors, typiquement, Laetitia, est-ce que vous avez des exemples à nous donner ? Alors oui, on peut préciser déjà que les vices cachés, ça peut, concerner le bâti, c'est-à-dire la maison, les murs, etc. Ça peut concerner aussi bien l'intérieur que l'extérieur de la propriété, même des choses sur le terrain, par exemple. Parmi les vices cachés les plus courants qu'on rencontre, il y a par exemple les infestations de termites non déclarées et non traitées, un chauffage hors d'usage, avec la bonne surprise de se rendre compte quand on arrive dans la maison que le chauffage ne fonctionne pas, des problèmes d'humidité qui pourraient être dus à un défaut d'étanchéité, un sous-sol de terrain pollué, vous voyez, donc exemple sur le terrain, une charpente de toiture en mauvais état, etc. Voilà, on pourrait en citer plein, mais voilà des exemples concrets, oui. Alors, j'imagine qu'on ne va pas faire tout et n'importe quoi, Laetitia. Est-ce qu'il y a des conditions à respecter avant de parler de vice caché ? Alors oui, Marc, la loi est assez claire sur le sujet. D'ailleurs, la loi parle de garantie de vice caché. Donc, que dit la loi ? Elle dit que le vice doit être non apparent, c'est ce que j'ai dit au départ, et que, contrairement à ce que croient souvent les gens, un vice caché n'est pas forcément un vice qui est dissimulé par le vendeur, mais un vice qui n'est pas apparent, qu'on n'a pas vu au premier abord. Les juges estiment qu'on ne peut pas exiger de l'acheteur un examen trop en profondeur, trop pointu du bien. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que un acheteur, quand il visite un bien, il visite ce qui se voit à l'œil nu, mais on ne peut pas forcément lui reprocher de ne pas avoir vu certaines choses, notamment par exemple dans la charpente, etc. Ce qui est aussi bien précisé, c'est qu'on entend par vice caché quelque chose qui rend impropre l'usage ou qui diminue l'usage du bien et qui fait que l'acheteur n'aurait pas payé le même prix s'il avait été conscient de ces vices. Et puis, dernière chose, pour être considéré comme vice caché, évidemment, c'est que le vice doit être antérieur à la vente. S'il apparaît postérieurement à la vente, ça n'est plus un vice caché. Voilà. J'ai justement, pour répondre, parce qu'il faut quand même qu'on réponde à Thomas, est-ce que vous savez, puisque vous avez évoqué qu'il avait refait à neuf, est-ce que le papier peint a été posé récemment avant votre vente ? Alors attendez, avant de répondre, pourquoi vous posez cette question, Laetitia ? Je pose cette question parce que ça peut tout changer. En fait, si le propriétaire a posé le papier peint récemment dans les chambres, alors ça peut vouloir dire qu'il avait connaissance des fissures et qu'il a voulu les maquiller, voilà, exactement, qu'il a voulu les cacher pour la vente. Il date de quand, le papier peint, Thomas ? Alors, il date de pas très longtemps avant la vente, dans le sens où justement ça a été refait à neuf pour vendre. D'accord. Moi, c'est ce qui m'a été dit. Alors, en effet, dans ce cas, on peut penser qu'il était au courant des problèmes de fissures, mais ça va être à vous de prouver que le vendeur était au courant de ces vices cachés. Oui. Donc, ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est d'abord d'envoyer une lettre recommandée à votre vendeur, une lettre AR, accusé de réception, oui, en lui signifiant ce que vous avez découvert. Dans plein de cas, ça fonctionne. Une lettre recommandée fonctionne parce que beaucoup de vendeurs, par crainte de poursuivre, préfèrent s'arranger. Donc, ça peut tout à fait fonctionner. Si en revanche, vous ne trouvez pas de compromis, alors il faudra saisir le tribunal judiciaire. Vous avez 2 ans pour engager une procédure après l'achat. Et là, il y a 2 possibilités de dédommagement. La première,
Alors, dans votre cas, je pense que c'est pas ce qui s'appliquera. La première, en tout cas, on va le dire pour les auditeurs, si vraiment le vice caché est important, c'est l'annulation de la vente. Et c'est la restitution du bien et le remboursement intégral du prix payé. La seconde solution, qui me paraît plus approprié à votre cas, consiste à conserver le bien en renégociant le prix d'achat. Il faut quand même que vous ayez en tête que cette action va demander que vous fassiez appel à un avocat. Et donc, c'est évidemment une action qui demande un petit budget. Ça nécessitera aussi d'ailleurs des expertises, probablement. Absolument. Bon, écoutez, bon courage en tout cas. Bonne chance, Thomas. Merci vous êtes beaucoup. pour un long échange, à mon avis. On espère que ça tournera bien pour vous. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Vous tous qui nous écoutez. Merci pour vos conseils en tout cas. Oui. Mais merci à vous. Bon courage et bonne chance. Vous tous qui nous écoutez sur Sud Radio, même numéro, faites comme Thomas. Vous avez un problème, on est là pour vous éclairer justement. 0826 300 300. Tout de suite, on voyage. Sud Radio, on parle IMO, les biens coup de cœur. Vous sont présentés par Préto, l'expert en ligne du crédit immobilier. Simulez combien vous pouvez emprunter sur Préto.fr. Enfin, d'abord, on voyage afin de pouvoir emménager peut-être après, Marquez Rinty. Exactement. Laetitia Caron, on part où ce matin avec vous? Alors, ce matin, moi, je vous emmène à Sépais. Sépais, c'est une commune du Lot-et-Garonne qui est située à 25 km de Toulouse. C'est entre Toulouse et Montauban. Plus près de Toulouse que de Montauban, mais entre les deux. C'est un village, joli village du sud-ouest, calme, agréable à vivre, facile d'accès pour Toulouse, et puis un village dans lequel il y a boulangerie, pharmacie, et puis tous les commerces à 4 km. Alors, qu'est-ce que vous proposez à Sépais ? Alors, je vous propose une maison récente qui fait 106 mètres carrés sur 2 niveaux, qui est exposée plein sud, qui est située dans une impasse privée, donc c'est assez agréable parce qu'il n'y a que 5 habitations dans cette impasse. La maison est vraiment très bien équipée, il y a un bel espace de vie de 52 mètres carrés, 3 chambres, une salle de bain, et surtout elle est très récente, elle est en parfait état. Donc les acheteurs arrivent, ils posent leurs valises. Alors vous disiez récente, quelle est du coup la performance énergétique ? Eh bien oui, comme la maison est de 2017... Et pour ceux qui nous écoutent régulièrement, ça veut dire qu'elle est aux normes RT 2012. En fait, c'est une maison qui est hyper bien classée. Elle est classée A, c'est assez rare. Ça garantit aux acheteurs une très faible consommation énergétique et donc des économies à la clé. D'ailleurs, on est sur une facture d'énergie qui est de 900 € par an pour une maison de cette surface. C'est extrêmement raisonnable. Le prix de cette maison ? 298 000 €. Et c'est une maison que vous pouvez visiter en ligne sur pap.fr puisqu'on a une visite virtuelle. Donc vous pourrez contacter les propriétaires et vous pourrez même visiter pendant le week-end si vous voulez. On précise que c'est dans la Haute-Garonne, juste à côté entre Toulouse et Montauban, effectivement. Merci Laetitia. On a comme promis Hassen Khoury avec nous. Oui. Alors Hassen, avec vous, on retourne à Meaux en Seine-et-Marne. Et là vous avez une avant-première à nous proposer. Alors tout à fait, j'ai une avant-première à vous proposer qui arrivera sur le marché en tout début de semaine. D'accord. Donc du côté du cœur de ville de Meaux, à 2 pas de la future Cité de la musique Simone Veil qui arrivera en 2024. Donc on est en plein cœur de ville. Donc là, cette maison, c'est une maison meldoise des années 1800 qui va proposer parquet et moulure, 81 mètres carrés sur 3 niveaux. Plutôt sympa donc dans la disposition. On a sur le niveau principal séjour, cuisine. Au premier étage, l'étage plutôt parental, chambre, salle d'eau et WC. Et au deuxième, plutôt l'espace libre pour les enfants, 2 chambres, salle de bain et WC également. Tout ça est complété par un sous-sol, garage et jardinet. Oui, c'est ça. Vous avez un jardinet à Meaux, ce qui est quand même assez rare dans le centre-ville de Meaux. La maison est proposée à quel prix ? Elle est proposée au prix de 295 000 €. Ah oui, c'est à la fois un coup de cœur et un bon plan. Merci beaucoup Hassen Khoury pour ce bien qu'on retrouvera, donc, en plus de celui de Laetitia Caron qu'on retrouvera sur les réseaux sociaux dès la fin de l'émission. Et puis surtout, c'est une avant-première, on peut appeler le standard de Sud Radio si on est intéressé, 0826 300 300. Exactement. Et pour poser aussi toutes les questions que vous auriez à nous poser, on est là pour vous répondre. On se retrouve samedi prochain, même heure, même jour, jusqu'à 10h. À bientôt. Sud Radio, on parle IMO. Avec PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission.